Salut à tous les fans de basket européen. Comme promis pendant le confinement, on sera tranquillement posé dans nos sièges pour vous parler de basket européen. On vous a parlé de Drazen Petrovic, on vous a parlé également du fameux match Slovénie-Lettonie et aujourd'hui, on revient avec un très beau match, un autre match de l'Euro, un match de l'Euro 2015 qui opposait l'Espagne à la Grèce. Pour m'accompagner aujourd'hui, il y a toujours l'excellent Romain. Salut Romain, ça va bien? Salut Corentin, ça va et toi? Salut à tous. Ça va nickel. Et on a la chance également d'avoir Adrien qui vient compléter l'équipe. Salut Adrien. Salut les gars, salut à tous les fans de basket qui nous écoutent. On va se régaler aujourd'hui parce que c'est un match qui n'est pas si loin de ça. Enfin, 2015, c'est 5 ans, c'est pas grand-chose. Et d'autant plus que c'est un match qui avait pour vocation d'avoir le champion d'Europe, qui était l'Espagne derrière, qui battront malheureusement ou heureusement, on ne sait pas, la France en finale de cet Euro chez elle, à Lille. Alors, par où commencer? On va tout simplement commencer par essayer de planter le contexte du match. C'était le 15 septembre 2015, 18h30. Le coach, l'arbitre du match, c'était Luigi Lamonica, un des meilleurs arbitres au monde, un arbitre italien, accompagné de Ilija Belosevic et de Fernando Roca. C'était un match assez intéressant parce que vous allez le voir dans les effectifs, il y a des noms ronflants. On va tout simplement commencer par savoir dans quelles conditions on a visionné le match pour ensuite passer aux effectifs. Et toi, Adrien, tu l'as vu comment ce match-là? Est-ce que tu l'as vu en direct déjà? Non, je crois pas. Je crois que quand je l'ai regardé sur Internet, c'était la première fois que je le voyais. Et autant le dire tout de suite, c'est un match très serré, mais si vous êtes fan plutôt du basket porté sur l'offensive, euh, vous pouvez regarder, hein, mais je pense que c'est un match qui s'adresse plus à ceux qui préfèrent la défense. Effectivement, ouais, c'est un match avec de l'intensité défensive incroyable. Euh, Romain, tu l'as vu dans quelles conditions ce match? Enfin, si tu l'as vu en direct. Non, je l'avais pas vu en direct, même si à l'époque, du coup, vu que c'était un Eurobasket qui s'était déroulé en France, notamment pour les phases finales, je l'avais vu qu'après. Euh, et, et du coup, ça a été une très bonne surprise. Et en même temps, à cette époque-là, il y a 5 ans, j'avais cette petite haine que les Français ont contre les Espagnols. Donc, j'ai mis du temps à apprécier ce match, mais sur le coup, ouais, il y a de quoi en dire de bonnes choses. Ok. Pour ma part, étant d'origine espagnole, je ne pouvais pas manquer ce match-là. Je me rappelle l'avoir vu en direct, mais sur la fin, tout simplement parce que je crois que je n'étais pas sûr d'avoir le match en clair. Et j'ai vu la fin du match, la moitié du troisième quart-temps et toute la fin du match. Et j'ai découvert qui était Antetokounmpo, par exemple. Je me souvenais pas à l'époque, je connaissais pas trop Spanoulis ou Zizis, et j'avais oublié que c'était leur dernière campagne, notamment avec leur équipe nationale. Par contre, je me souviens très très bien du show Pau Gasol et je me disais que ça allait finir sur comme d'habitude, à une demi-finale ou une finale France-Espagne. Et c'est ce qui s'est passé. On pourra peut-être la commenter un jour. En attendant, on va s'occuper de ce match, tout simplement en présentant les effectifs. Je vais commencer en présentant l'effectif de l'Espagne, puis ensuite Adrien enchaînera sur l'effectif de la Grèce. Et puis tout doucement, on abordera le premier quart-temps. Alors, l'Espagne, c'était une équipe qui n'était pas au complet. Il manquait certains joueurs comme José Calderón ou Ricky Rubio. Pour autant, on avait quand même une très belle équipe avec des joueurs connus et également quelques gamins qui n'ont pas joué pendant le match. Alors, quand je dis gamins, je me suis un peu emballé parce que, à part Hernan Gomez, San Emeterio, Aguilar ou Vives, c'était pas des gamins à l'époque. Mais bon, on avait des joueurs de qualité. Donc, on n'avait pas au Gasol, le référent, la star de l'équipe espagnole, Rudy Fernandez, le grand Rudy, tant haï par certains Français. On avait Sergio Rodriguez, Hernan Gomez, comme je l'ai dit. Alors, je ne sais plus si c'était Juan ou Willy, c'était Guillermo Hernan Gomez, donc C'est Willy. c'est Willy. Je confonds toujours parce que souvent ils mettent
pas Hernan Gomez sur le maillot, mais Gueye, qui est le nom de leur maman, je crois. Il y avait également Pau Ribas, le meneur du Barça, Felipe Reyes, Victor Claver, et San Emeterio, j'en ai parlé, Sergio Llull, l'arrière du Real Madrid, pardon, Pablo Aguilar, Nicolas Mirotic et Guillem Vives, le tout coaché par l'excellent Sergio Scariolo. Et c'est pendant cette compète que j'ai appris que Scariolo était italien et pas espagnol. Alors bon, il parle couramment espagnol, mais ça m'a surpris parce que avec ses cheveux gominés, certes, il fait très italien, mais pour moi, il faisait très andalou également. Voilà, voilà. Je te laisse présenter la Grèce, Adrien. Alors la Grèce, sur les postes intérieurs, on a Yanis Bourousis, on a Kostas Kaimakoglou, Kostas Koufos, Yorgos Printezis, Yanis Antetokounmpo. Et sur les postes arrière, on a Nikos Zizis, Vassilis Panoulis, Nick Calates, Stratos Perperoglou, Kostas Loukas. Et on a également dans cette équipe Kostas Papanikolaou et Manzaris, mais ils ne joueront pas le match. Effectivement, ouais. Oh, des deux côtés, on a des beaux bestiaux, hein. On a des beaux joueurs avec beaucoup de talent. Même si sur le papier, moi, en revisionnant le match, je me disais que de toute façon, il n'y avait pas vraiment une équipe ou l'autre qui était avantagée parce qu'il y avait des gens de vente des deux côtés. Sachant que le coach grec, c'était Fotis Katsikaris, qui est un de mes coachs préférés, qui a coaché et coach encore en Espagne, si je me souviens bien. Donc, c'était un duel tactique assez intéressant. Et puis, à noter également que, bon, on avait Calates et on avait Costa Koufos, alors qui sont, si je me souviens bien, les deux alors américains naturalisés grecs pour le match, avec des origines. Donc, bon, ils pouvaient jouer les deux dans la même équipe. Et c'est vrai qu'après, ça va être dur de les voir ensemble. Euh, voilà, quand vous avez regardé le match, déjà, a priori, est-ce que vous auriez donné une ou l'autre des équipes plutôt gagnantes, juste sur le papier? Alors, moi perso, je dirais que ces deux équipes, vraiment en termes de niveau, ça se tient. Je voulais juste préciser au niveau des sacs majeurs, des titulaires. Pour la Grèce, on a en début de match Calates, Spanoulis, Antetokounmpo, Printezis et Koufos. Et pour l'Espagne, on a Poribas, Sergio Llull, Rudy Fernandez, Mirotic et Pogazol. Donc des deux côtés, il y a des stars. Ouais, il y a des pointures. Alors, comme j'ai dit, j'ai oublié qu'il y avait Marc Gasol qui était absent de 7 euros. Bon, on a fait un peu le tour. À moins que tu veuilles ajouter quelque chose, Romain, sur le papier de ces deux équipes? Ben, juste par rapport à ce que tu viens de dire, sur le papier, très honnêtement, c'était très difficile de trouver un vainqueur potentiel. Le match va le démontrer. C'est des effectifs qui sont très riches. Des deux côtés, il y a des joueurs majeurs. Les coachs, c'est des tacticiens hors pair. Après, même si on regarde la dynamique des deux équipes dans cet Euro, la Grèce, quand arrive le quart de finale, est invaincue, alors que l'Espagne a déjà connu deux défaites. Alors après, on connaît, ça va te plaire ce que je vais dire, mais on connaît un petit peu la tendance des Espagnols à lâcher quelques matchs pour se retrouver dans une partie un peu plus simple, on va dire, dans les phases finales. Mais du coup, ouais, très compliqué comme ça, de base, avant de regarder le match, de sortir un vainqueur. Effectivement, ouais, on connaît le côté stratège des Espagnols. Ok, bah on va passer au premier carton. Je te laisse commencer, Romain, et puis on agrémentera de nos analyses avec Adrien. Et puis voilà, c'est parti pour ce match qui s'annonce passionnant. Et ben, du coup, le premier carton est de loin le moins prolifique de tous. Euh, Au final du premier carton, il y aura un score de 14 partout. Et, euh, et ce qui est très intéressant, en fait, c'est que voilà, les défenses vont se mettre en place petit à petit et les équipes vont rentrer dans un round un peu d'observation. Va y avoir pas mal de déchets. La Grèce, très rapidement, va perdre 4-5 ballons.
Euh, les équipes se mettent en rythme. Alors, l'Espagne commence un peu plus fort que les Grèces et que les Grecs, grâce à Sergio Llull. Sur les 2 premières attaques, il rentre 2 tirs à 3 points. Du coup, l'Espagne commence rapidement avec 6-0. Euh, et il y a 2 styles différents parce que du coup, les Espagnols vont commencer par chercher leurs extérieurs, donc comme je viens de le dire avec Llull, alors que la Grèce va essayer de venir chercher les avantages qu'ils ont. Et l'avantage qu'ils vont avoir tout de suite, ça va être l'opposition entre Giannis qui va être souvent défendu par Rudy Fernandez. Du coup, il y a un mismatch, un avantage pour Giannis, et ils vont essayer d'aller le chercher dos au panier notamment. Euh, les Espagnols vont se mettre dans un rythme qui va leur appartenir parce que du coup, sur les 3 premières attaques, ils font 3 fois le même système, un système qu'on a l'habitude d'appeler les systèmes cornes avec les 2 écrans des intérieurs en haut. Euh, et du coup, ils vont aller chercher leur rythme comme ça. Le premier panier de la Grèce va intervenir qu'après 2 minutes de jeu. Et ça va être voilà, un round d'observation plus qu'une vraie lancée dans des attaques de folie. Euh, Spanoulis ramène la Grèce au milieu du premier carton en mettant 4 points consécutivement. Euh, mais voilà, c'est pas un carton pour les attaques. Euh, Défensivement, il y a un truc intéressant, c'est que les 2 équipes proposent des intérieurs qui sont plutôt lourds. Donc, comme Adrien l'a dit, on a Koufos et Printezis d'un côté, et de l'autre côté, on va avoir Gasol et Mirotic. Donc, c'est pas forcément des joueurs qui vont être rapides sur des petits appuis latéraux ou voilà. Et en fait, on se rend compte qu'à chaque fois qu'il y a des écrans qui concernent notamment les intérieurs, et bien que ce soit Gasol ou Bourousis, on le voit très bien, on va être sur de la protection. Donc ça veut dire que le joueur extérieur va passer au-dessus de l'écran et par contre donc l'intérieur qui défend sur le poseur d'écran va plus lui se prendre un petit pas de recul, être beaucoup plus dans la raquette pour venir contrôler le potentiel drive du joueur extérieur parce que voilà, ils peuvent pas sortir super haut parce que sinon derrière ils vont avoir du retard. Et du coup voilà, il y a les mêmes défenses parce qu'il y a les 2 mêmes types d'intérieur. Et du coup voilà, à la fin du premier carton, on se retrouve avec un score de 14 partout, euh, des des stats au shoot pas tip top, 4 sur 11 à 2 points pour l'Espagne, donc 36% de réussite. La Grèce réussit un peu mieux proche du panier avec 7 sur 12, mais ne met pas un tir à 3 points du carton. Et par contre, ça défend plutôt propre parce que du coup, il y aura 0 lancer franc tiré dans ce carton. Effectivement, bah, c'était assez complet. Je sais pas pour vous, les gars, j'ai trouvé que enfin, sur les allez, 3-4 premières minutes, j'ai trouvé que les attaques étaient assez crispées. On voit Spanoulis qui perd des ballons qu'on n'avait pas vu perdre. Au final, Antetokounmpo qui n'arrive pas à se servir de son avantage de taille par rapport à Rudy, qui le maintient bien au sol. Alors que quand Antetokounmpo est lancé, bah, c'est fini. C'est Eurostep, c'est dedans à chaque fois. C'est un match super intéressant parce que moi, tout de suite, je me suis dit, si ils arrivent en transition à activer Giannis et, euh, et de l'autre côté à mettre leur tir, les Grecs peuvent facilement l'emporter. Et au final, bah, on se rend compte que bah, les Espagnols vont être assez malins, même si en attaque, ça a pas mal vendangé, je trouve. Notamment en transition, on n'arrive pas à trouver les gars pour terminer les actions. Mais comme tu l'as dit, c'était assez agréable à voir parce que c'était fluide, quoi. Il n'y avait pas de lancer franc et ça, c'est appréciable. Tu voudrais peut-être rajouter quelque chose, Adrien? Non, bah écoutez, là vous avez tout dit. Alors on va pas se le cacher, c'était assez affreux niveau adresse. Et donc voilà, moi qui suis fan plutôt de jeu offensif avec des paniers marqués dès le début, j'ai eu un peu de mal avec ça. Mais Romain a précisé un point important, hein. La Grèce a beaucoup de mal à scorer au début. Il score seulement sur un lay-up de Yannis Antetokounmpo à la 8e minute. Et ensuite, euh, ils vont rater tout leur shoot extérieur, donc ils vont faire un 0 sur 3, ce qui fait que ils vont se retrouver à 8-2 en début de quart-temps. Mais par la suite, ils vont bien se rattraper, notamment avec Spanoulis. Et l'Espagne, vers la fin du quart-temps, va être un peu moins en réussite.
en réussite, ce qui fait que la Grèce revient à égalité, 14 partout, mais effectivement des pourcentages qui ne sont pas ouf, quoi. Effectivement. Je te laisse enchaîner sur le deuxième carton. Ben, dans le deuxième quart, la Grèce fait pas mal de fautes. Donc déjà, on sent qu'il y a une volonté de, d'être dans le combat physique, quoi, ce qui n'est pas étonnant quand on connaît le basket grec. Et j'ai remarqué une chose importante, pendant les 5 premières minutes, il n'y a pas de temps mort qui est pris. Donc c'est-à-dire que pendant ces 5 premières minutes-là, on a le sentiment qu'il y a probablement une volonté de la Grèce et de leur coach de jouer vraiment en faisant que des fautes et de casser le rythme. Donc ça, c'est typique du jeu des Grecs, qui est la volonté de sortir l'équipe adverse de sa zone de confort. Et en termes de pourcentage, c'est toujours vraiment affreux, quoi. C'est avec l'Espagne qui a 36% au shoot, 44% à 3 points, la Grèce qui a 42% à 2 points et 17% à 3 points. Donc ils mettent que un shoot sur 6 à 3 points. Et au final, dans le carton, les deux équipes se tiennent. C'est assez serré. L'Espagne est à 24-20. Ensuite, en sortie de temps mort, Mirotic qui met à 3 points dans le corner. L'Espagne prend ses distances 27-20. Et Printezis va permettre quand même à la Grèce de ne pas être largué. Il va scorer d'abord à 3 points, ensuite sa spéciale, son hookshot. Et au final, nouveau temps mort pris en toute fin de deuxième quart-temps. Au moment-là, l'Espagne a 39, la Grèce 30. Pau Gasol est déjà à 14 points, 7 sur 9 à 2 points, 78% au shoot. Et en termes de pourcentage, 5 sur 10 à 3 points pour l'Espagne, 50%. La Grèce, qui n'arrive toujours pas à trouver la mire, 2 sur 9 à 3 points, 22%. Et en termes de rebonds, la Grèce domine. Ils ont 20 rebonds, dont 7 offensifs, 7 rebonds offensifs et 13 rebonds défensifs. Et l'Espagne a 12 rebonds, dont 1 offensif et 11 défensifs. Et le deuxième quart se termine pour un score de 39 en faveur de l'Espagne et 32 pour la Grèce. Ok, nickel. Moi, j'ai beaucoup aimé sur ce carton la gestion du pick and roll de Sergio Rodriguez, les angles de passe qu'il trouve. Il arrive quand même à mettre ses tirs. Voilà, franchement, c'est une masterclass à chaque fois qu'il joue d'ailleurs, hein, mais c'est ça que j'aime beaucoup avec l'Espagne et ces deux Sergio, là, que ce soit Youy ou Rodriguez. J'aime beaucoup comment ils gèrent le pick and roll, comment ils arrivent à organiser le jeu. C'est toujours très intéressant. Romain, tu voudrais peut-être ajouter quelque chose sur le deuxième quart? Bah oui, justement, par rapport à ce que tu étais en train de dire, il y a deux petits points, moi, qui m'ont beaucoup plu. L'Espagne, donc, connaît un temps assez fort, et tactiquement, ils vont trouver une parade à la défense grecque. Euh, Notamment avec une espèce de variante par rapport au premier carton sur leur système en corne. Là, ils vont trouver un système. Alors, pour nos auditeurs, il faudra aller chercher pour un peu se mettre des images en tête. Mais notamment sur les remises en jeu, ils vont utiliser ce qu'on appelle les elevator screens. Et c'est en gros, pour imager, c'est les portes de saloon en fait. C'est on laisse passer un joueur et derrière les deux intérieurs viennent fermer par des écrans pour empêcher le défenseur de suivre. C'est Et du mon coup, ils type vont de avoir système préféré. Je sais pas si t'aimes bien ça, mais je trouve ça génial. C'est vicieux comme j'aime, quoi. Alors, je l'ai utilisé dans mon année de coaching. Là, je l'ai utilisé pareil, sur une sortie de temps mort pour essayer de trouver un shoot rapide. Alors, le shoot n'a pas été marqué, mais ils sont très efficaces parce que du coup, il y a un retard important de la défense. Mm. Et là, ils vont bien le faire parce que du coup, ils vont créer donc ce premier retard avec l'elevator screen. Et derrière, ils vont très bien utiliser l'axe que tu disais entre Rodriguez et ses intérieurs. Parce que après cet écran-là, pour la remise en jeu, ils vont enchaîner donc avec le système en corne et ils vont inverser les écrans. C'est-à-dire qu'avant, on avait les deux intérieurs, donc Gasol, Mirotic. Et là, cette fois-ci, ils vont envoyer Mirotic dans un corner. Et ça va être un des extérieurs qui va faire office de deuxième intérieur.
Rodriguez va toujours partir côté Gasol. Gasol va pouvoir descendre dans la raquette à fond. Et en même temps qu'ils vont faire ça, l'extérieur qui servait de deuxième porteur d'écran va aller poser un écran à Mirotic. Ça va occuper la défense côté faible, donc côté opposé au ballon. Et ça laisse un boulevard monstrueux pour Rodriguez et Gasol pour trouver la relation qu'il va y avoir dans la raquette. Et il y a un moment où ça se voit très bien et Rodriguez va faire une superbe passe à Gasol dans la raquette qui va se conclure par un panier. Du coup, offensivement, ça va être une parade parce que les Grecs vont pas pouvoir défendre assez bien là-dessus. Et il y a une petite chose aussi, c'est qu'au milieu du deuxième quart-temps, les Espagnols vont faire une zone presse et derrière, ils vont utiliser sur certaines séquences de la zone, ce qui va complètement perturber les Grecs, qui vont devoir attendre de se casser les dents une, deux fois, de prendre un temps mort pour essayer de s'adapter un petit peu. Et du coup, voilà, l'Espagne va profiter de ce moment-là pour se détacher un tout petit peu. Au final, j'ai envie de dire, dans ce carton-là, les Grecs ont voulu casser le rythme, mais l'Espagne est quand même restée, a quand même gardé la tête froide. Et je pense aussi que ce qui va être important dans le match, c'est par rapport au lancer, quoi. Les Grecs font beaucoup de fautes, mais l'Espagne va rentrer pas mal ses lancers durant tout le match. Ça me fait un peu penser à Slovénie-Lettonie, où là, il y avait un peu le même cas de figure, où la Slovénie, finalement, avait pris 2 fois plus de lancers parce qu'il y avait pas mal de fautes. Et au final, bah, ça va être un peu le même genre de cas de figure. Effectivement, il y a eu quelques lancers. On se retrouve du coup dans une situation où bah, l'Espagne mène à la mi-temps. Et puis on va passer au troisième quart-temps qui va nous être raconté par Romain. Et bien, au retour des vestiaires, là, ça va être un petit peu différent. En 4 minutes, la Grèce, elle va complètement renverser le momentum du match. Euh, et de 39 à 32, on va très vite passer avec une Grèce qui va reprendre l'avantage. Ils vont réussir à mener 44-42. Ils vont imposer un 14-3 aux Espagnols. C'est une adaptation aussi là du coach grec qui va proposer d'autres formes de jeu qui vont un petit peu libérer les attaquants grecs, notamment Calates qui va rentrer un 3 points. Voilà, on a un rythme retrouvé. Giannis impose sa présence au rebond grâce à ses longs segments, à son côté athlétique. Euh, Ils vont bénéficier du coup, grâce à ce bon passage, d'un haut pourcentage au tir, peut-être leur meilleur pourcentage dans le match pendant cette période. Et l'Espagne, du coup, pendant cette période, ils vont pas réussir à marquer avant un tir à 3 points de Gasol qui intervient à moins de 5 minutes de la fin du quart-temps. Et ils vont essayer de se rattraper un petit peu comme ça, grâce du coup au système dont j'ai parlé un petit peu avant, et à leur zone, parce qu'ils vont rejouer défensivement avec de la zone, histoire de casser un petit peu le rythme des Grecs. Parce que voilà, les Grecs sont en mouvement, ça arrive à se trouver plus facilement. Et du coup, ben, il fallait trouver cette adaptation qu'ils vont avoir sur la zone. Et, euh, et voilà, du coup, on se retrouve avec un carton totalement inversé. Le deuxième, les Espagnols l'avaient gagné 25-18. Et là, sur le carton, les Grecs vont le gagner 25-16. Donc en fait, on se rend un petit peu l'appareil. Et au final, ben, les Grecs vont aborder le dernier carton avec 2 points d'avance. Il y a 57-55. Voilà, c'était un match un petit peu de série. Il y a un round pour une équipe, un round pour l'autre. Et là, c'était celui des Grecs. C'était très plaisant. Giannis montre un peu les muscles, notamment il y a une action où Gasol est poste bas contre Kostas Koufos. Il va l'enrouler et Giannis arrive en deuxième rideau et lui met un énorme contre. Voilà, c'est un vrai combat stratégique et de série. Exactement. Honnêtement, je trouve que voilà, c'est le carton le plus intéressant. On voit Giannis qui récupère des ballons, qui termine des contre-attaques. J'ai adoré également la gestion du pic de Spanoulis qui à chaque fois
passe au-dessus de son défenseur qui subit on va dire, son retour dans le dos et puis il finit par se protéger derrière le panier et va marquer. Il réussit quand même une extra passe pour un tir à 3 points de Calates. Une fois n'est pas coutume. C'est intéressant. C'est le carton que j'ai trouvé le plus vivant. Tu veux compléter, Adrien? Ouais, j'approuve assez ton opinion. Je dirais que c'est peut-être le carton le plus plaisant, sachant que Gasol va être déterminant pour l'Espagne. C'est lui qui permet à l'Espagne de tenir le choc. Il va terminer avec 25 points en fin de troisième quart. Donc voilà. Et en termes de pourcentage au lancer franc, l'Espagne va être à 10 sur 10 au lancer, donc 100%. Donc ça déjà, c'est déterminant pour eux pour pouvoir rester au contact dans le match. Et la Grèce, par contre, va faire 3 sur 7 au lancer. Donc ils seront à 43%. Merci pour les infos. C'est vrai que ouais, honnêtement, j'ai pas fait vraiment attention au lancer, mais ça aura été déterminant dans le match. Il y a, Dans ce carton, j'ai bien aimé parce qu'on voit que toute la crispation ressort et les Grecs sont à crier. Les Espagnols, pour une fois, paraissent un peu plus froids. Je vois des actions. Je me rappelle, je sais pas si vous vous rappelez de l'action à peu près, c'est à 6 minutes 30. Il reste à peu près 6 minutes 30 à jouer. Et Spanoulis fait une faute volontaire pour couper l'action, l'accélération de Sergio Llull et il lui met un coup. Et derrière, il crie parce qu'il s'en veut, parce qu'il a raté un panier avec la planche juste avant. Et pareil, on voit Calates qui crie dès qu'il met son lancer. Enfin, c'est vraiment, tu vois les Grecs en mission et c'est vraiment super intéressant. Et c'est un régal parce que on les voit pas utiliser pleinement leur potentiel parce qu'ils auraient pu leur mettre une plus grosse volée. Mais on voit des flotteurs de Printezis, on voit la gestion du pic de Calates et Spadoulis, les envolées en contre-attaque de Giannis. Et moi, je me suis régalé par rapport à ça parce qu'on les voit tous dans leur rôle et c'est ce qu'on attendait de voir. Du coup, on arrive au quatrième quart-temps qui va nous être présenté par Adrien. Alors le quatrième quart, je dirais, il y a à la fois de l'intensité et il y a à la fois tout ce qui est affreux, quoi. Parce que moi qui suis fan du jeu offensif, alors le quatrième quart, ça débute plutôt bien pour l'Espagne. Il y a Felipe Reyes qui se montre en scorant d'abord 2 points. Ensuite, il y a Giannis Antetokounmpo qui se fait postériser par Mirotic. Donc là, l'Espagne reprend les devants, 60-57. Il y a un temps mort qui est demandé à 7 minutes 43. Alors à ce moment-là, en termes de pourcentage, l'Espagne est à 45% à 2 points, 44% à 3 points. La Grèce est à 57% à 2 points, mais 31% à 3 points. Ensuite, en sortie de temps mort, l'Espagne continue à dérouler. Claver sur claquette qui leur permet d'être à 62-57. Ensuite, il y a un 3 points d'Giannis Antetokounmpo qui permet à la Grèce de revenir à 2 points, 62-60. Ensuite, à la 6e minute, il y a l'entrée en jeu de Pau Gasol et Sergio Llull pour l'Espagne. Et par la suite, il y a Rodriguez qui score. Donc l'Espagne est toujours à 64-60. Par la suite, Felipe Reyes prend sa 4e faute. Il y a aussi Bourouzis qui, vers la 3e minute, sort pour 5 fautes. Mirotic qui inscrit 2 lancers. 66-60 pour l'Espagne, toujours. En termes de stats, au lancer franc, à ce moment-là, il y a 13 sur 14 pour l'Espagne, donc ils sont à 93% au lancer. 43% au lancer franc pour la Grèce, ils sont toujours à 3 sur 7. Et ensuite, vers la fin du quart-temps, avec 2 minutes 17 à jouer, on se rend compte que la Grèce a un pourcentage au tir en berne avec 1 sur 10 au tir, 10% au shoot. C'est affreux, comme je disais. Et ils vont pas scorer pendant au moins 5 minutes. Donc là, en fin de match, on se dit que c'est bien parti pour que l'Espagne gagne. Et pourtant, la Grèce va pratiquement parvenir à recoller au basque de l'Espagne, avec notamment Nick Calates. Donc là, déjà, c'est chaud pour l'Espagne. On se dit que la victoire est pas acquise. Et là, toujours pareil, en termes de pourcentage, l'Espagne est à 86% lancé. La Grèce à 44%. Et au pourcentage à 3 points, l'Espagne à 39%, la Grèce à 32%. En toute fin de match, Lucas score à 3 points, la Grèce revient à 1 point seulement. Il y a 72-71 pour l'Espagne. Et finalement, c'est Gasol qui va sceller la victoire
des Espagnols avec un lancer franc scoré, il en rate un, mais ça suffit à l'Espagne pour gagner le match 73-71. Exactement, ouais, on se souvient. Enfin, moi, ce qui m'a vraiment choqué, c'est Bourousis qui sort pour 5 fautes sur un contact qui est enfin, où Mirotic fait mine de perdre la balle et de prendre un coup, mais je crois qu'avec le ralenti, j'ai bien regardé, rien pris du tout. Donc, ouais, c'est un dernier carton assez intéressant, pas mal de changements de leader, même si l'Espagne gère tranquillement cette fin de match. À la fin, il y a Costas Lucas qui rentre, qui met son tir, et malheureusement, il voit qu'il reste plus que 2 secondes à jouer, donc c'est très compliqué. Et Giannis qui, à la fin, envoie une bombinette du milieu du terrain, enfin un peu plus loin que la ligne à 3 points, on va dire, mais c'est pas assez pour gagner le match. Romain, est-ce que tu voudrais compléter cette analyse? Ben, moi, il y a un truc Alors, il y a un truc déjà que tu as dit avec Mirotic qui fait un peu le filou sur Broussis. Et il va le faire une deuxième fois, et ça m'a fait beaucoup rire, sur un rebond où il est avec Printezis, je crois, à un peu moins de 3 minutes de la fin ou un peu plus de 3 minutes de la fin. Il vient se coller derrière Printezis et au moment où il va falloir commencer à sauter, il passe son bras sous celui de Printezis et il va faire semblant que Printezis l'a empêché de sauter. Il va récupérer la faute et derrière, il a deux lancers francs, ce que je trouve Hmm. très intelligent et très filou de sa part. Et par contre, moi, il y a un truc A-t-il qui m'a. gréquifié les Grecs? Ah, il a fait un vilain tour, ouais, c'est ça. Mais il y a un autre truc, un autre point important, moi, qui m'a marqué dans ce carton, c'est que au moment où le match est en train de se jouer, on va avoir le duo Rodriguez-Llull qui vont avoir un rôle capital. Alors on pourrait se dire en attaque, et finalement ça va être en défense, parce qu'ils vont défendre sur Calates et Spanoulis, et ils vont être, mais ça va être des chiens de garde à ce moment-là. On voit que Calates et Spanoulis ont un mal fou à avoir le ballon, ou alors il va falloir qu'ils le donnent très vite, parce qu'il y a les deux là qui les tiennent, et c'est incroyable. Ils mettent une intensité, et ça gêne beaucoup les Grecs à ce moment-là. Du coup, ils ont eu un vrai rôle important. Et puis bah, la fin du match, voilà, avec ces Grecs qui ne veulent rien lâcher, et pourtant qui vont avoir des petits moments de manque de concentration. J'ai en tête l'action où Calates marque un 3 points à 15 secondes de la fin. Il fait revenir les Grecs à 70-68. Et derrière, il en oublie Rodriguez, qui lui est déjà parti loin devant. La remise en jeu se fait. Ouais, Et du effectivement. coup, Calates revient avec l'énergie du désespoir, mais fait une vilaine faute. Et par chance, il prend pas l'antisportive, mais elle est limite. Et du coup, voilà, c'est des petits errements qui vont leur coûter le match parce que du coup, ben, les Espagnols vont pas rater beaucoup de lancers francs. Les Grecs, oui. Euh, et, euh, et du coup, voilà, le match se joue à des détails finalement, et c'est là la marque du très haut niveau, c'est que là, ça s'est joué sur un petit coup tactique, un très petit relâchement, mais que l'équipe d'en face va très vite sanctionner. Et voilà, même si Lucas marque son panier, etc., ben, c'est trop tard parce que les Espagnols ont réussi à, d'un côté, annihiler les différents shooters de la Grèce et en même temps, bah, réussi à exploiter la moindre faille. Effectivement, j'ai bu tes paroles parce que je les partageais totalement. C'est vrai que en plus, tu as une action où Giannis, je me souviens, va au panier. Il fait faute sur lui et l'arbitre décide de ne pas compter le panier. Et ça les a un peu rendus fous. Ce que j'ai trouvé admirable, c'est que Katsikaris, le coach grec, va quand même tout de même rester calme et c'est vraiment appréciable. J'adore ce coach pour la maîtrise de ses émotions. Alors en Liga ACB, c'est un peu différent, mais pour le coup, j'ai trouvé que il y a certaines actions où ils se font un peu voler, ils s'énervent même pas, ils restent stoïques et c'était très important de le noter. Et dernière chose, et tu l'as mentionné, et pour moi c'est très important, c'est que Rodriguez et Yui, quand ils veulent défendre et mettre des pressions à des mecs, ils le font. Ils savent activer le mode quand il faut. Et je voulais rappeler que ces mecs-là, on en parle comme des leaders offensifs, etc. Mais avant tout, ils ont fait leur preuve en défense. Et c'est pour ça
Et c'est une des composantes pour lesquelles j'ai énormément d'affection pour eux. Parce que, mon gars, si tu veux être dominant, bah déjà, bats-toi comme un chien en défense, parce que la défense, c'est que de l'envie. Il y a aussi un peu le fait d'être athlétique, mais c'est aussi beaucoup d'envie. Et après, tu pourras aller porter le ballon en attaque. Et c'est ça que j'apprécie énormément dans cette équipe d'Espagne. Si, à tous les plus jeunes qui nous regardent et qui savent pas comment défendre un pick and roll, par exemple, regardez Sergio Rodriguez et Sergio Llull tout le match, ou même tout au long de leur carrière. Et c'est comme ça que vous apprendrez à défendre un pick. Moi, par exemple, c'est comme ça que j'ai réussi. C'est vraiment un match de très haut niveau et c'est très révélateur ce que tu as dit, Romain. Adrien, tu voudrais terminer sur quelque chose ou on Ben, enchaîne je avec notre dirais, ressenti? je dirais que ce quatrième quart-temps, il est révélateur du match en lui-même parce que il y a à la fois cette fin de match folle quand même, où on se dit que la Grèce va peut-être faire le coup, va peut-être gratifier les Espagnols, quoi. Je me dis, ils vont faire le hold-up, mais il y a aussi beaucoup de dirty, quoi. Excuse-moi, mais c'est affreux, quoi. Quand tu vois déjà Reyes qui prend sa quatrième faute, Bourisis qui sort pour sa cinquième faute, le 1 sur 10 au shoot de la Grèce dans les 5 premières minutes, c'est affreux, quoi. C'est Ouais, pas le tu vas basket. loin. Si c'était affreux, on n'aurait pas commenté le match. Non, mais je comprends. Non, mais c'est un match serré. C'est un match serré, on est d'accord. Mais c'est vraiment le genre de match de traînard que les équipes comme la Grèce aiment justement. Moi, c'est pas mon basket, le basket que j'aime, c'est le basket qui joue en attaque assez offensif, au moins allez 80 points à la fin d'un match, tu vois. Là, c'est vraiment le basket qu'ils aiment, tu vois. Et alors, on aime ou on n'aime pas, moi je suis moins fan, mais je reconnais que en jouant comme ça, bah, comme ça que des fois ils ont gagné des matchs. Et là, l'Espagne, Ah oui, oui. heureusement, n'est pas tombée dans le piège. Si l'Espagne, ils n'auraient pas mis les lancers, là je pense que la fin de match, elle aurait coûté cher aux Espagnols. C'est clair, bah, c'est pas du basket champagne, quoi. C'est différent. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que c'est un type de basket vraiment différent. C'était vraiment très tactique de voir Bourouzi sortir pour 5 fautes. Alors, même si certaines sont pas forcément méritées, tu te dis, bon, bah, quelque part, il y a le fait aussi que ce soit bien vu de la part des Espagnols. Et puis il y a des actions incroyables. Et puis, ce qu'a mentionné Romain, notamment Calates qui marque un panier important et qui oublie Rodriguez dans le dos. Bah, c'est tout ça, c'est tous ces petits détails qui font le haut niveau, qui font la grinta d'une équipe comme l'Espagne, alors que pour autant, les Grecs ont montré beaucoup plus d'envie sur le troisième quart notamment. Mais je Voilà. dirais, Donc du coup, ben, je ouais, dirais que voilà, si vous aimez le jeu d'attaque, je vous oblige pas à regarder le match, mais vous verrez que c'est un basket qui est différent et c'est le jeu que ces deux équipes-là aiment pratiquer. Enfin, l'Espagne peut être beaucoup plus offensif, parce que j'ai vu certains matchs où ils scorent en attaque, mais c'est une équipe si tu les pousses dans leur retranchement, bah, c'est là que tu te rends compte qu'au final, ils arrivent quand même à garder la tête haute. bah, c'est Et normal, moi, c'est la meilleure équipe au monde, Adrien. C'est tout ouais, simplement. et c'est Donc bon. c'est pour ça que moi, je me souviens de leur, C'est les leur champions demi. du monde ou c'est pas les champions du monde? Ouais, non, mais c'est clair. Mais c'est pour ça que moi, je me souviens de leur demi face à nous en 2013, même s'il n'y avait pas, à ce moment-là, il y avait l'autre frère, il y avait Marc Gasol et il n'y avait pas Pau Gasol. Mais c'était chaud de les battre quand même, tu vois, parce qu'on les a poussés dans leur retranchement. Et finalement, on a gagné. Mais tu te rends compte qu'ils aiment bien les matchs comme ça. Eux, tu leur fais un match de traînard comme ça, même s'il y a la Grèce en face, ils sont quand même capables de garder la tête froide, quoi. C'est clair, effectivement, ouais. Effectivement. Est-ce qu'on parlerait pas de la suite du tournoi, vu qu'on a eu quelque part un peu notre ressenti à tous? Euh, alors moi j'ai pris énormément de plaisir à voir ce match, mais c'est vrai que ça a été très dur pour nous de choisir des matchs tout au long de cet Euro parce que il y a eu d'autres très beaux matchs. Donc du coup, bah, les huitièmes de finale, on va un peu les éluder parce qu'on est en quart là. On avait le quart Espagne-Grèce, avec l'Espagne qui gagne de 2 points contre la Grèce. De l'autre côté, on avait la France qui a battu la Lettonie 84-70, avec bien sûr la demi-finale très connue où l'Espagne gagnera après prolongation contre la France 80-75, avec les 40 points de Pau. On avait Serbie-République tchèque dans l'autre quart de finale. Donc la Serbie s'imposera 89-75 contre la République tchèque. Et l'Italie, qui après prolongation perdra de 10 points contre la Lituanie, 95-85. La deuxième demi-finale, ce sera donc Serbie-Lituanie, avec la Lituanie qui gagnera de 3 points contre la Serbie. C'est un match qui vaut le coup également, hein, et on était un peu en ballottage entre les deux. C'est vrai que
On parlera peut-être de la Serbie et de la Lituanie à un autre moment. On ne peut pas tout traiter, à moins que voilà, vous bastonniez on va dire le clavier de votre téléphone pour le demander sur Twitter. On ravisera peut-être notre jugement. La troisième place sera donc un match entre la France et la Serbie. La France gagnera 81-68 et la finale opposera l'Espagne à la Lituanie où l'Espagne éclatera la Lituanie 80-63. Voilà. C'était une belle compète quand même. Les pauvres Lituaniens, quand même, ils se font taper en finale en 2013 par nous. Ensuite, là, ils se font taper par l'Espagne 80-63. Et nous, au moins, j'ai envie de dire, même si c'est une médaille de bronze, et c'est déjà bon à prendre, au moins on se vengeait un peu de la Serbie. Parce que moi, je me souviens du mondial en 2014, où il y avait notamment Thomas Hurtel. Cette fin de match entre la Serbie et la France en demi-finale du mondial l'année d'avant, c'était terrible parce qu'on est passé à 2 doigts d'aller dans une finale de championnat du monde, quoi. Exactement, ouais, c'est clair. Mais bon, quelque part, c'est aussi l'éternel débat. Est-ce qu'il vaut mieux être deuxième 2 fois d'affilée au plus haut niveau, même si on perd, ou se dire, voilà, je fais quelques coups parfois. Très honnêtement, je ne saurais pas quoi dire, dans le sens où c'est des équipes de très haut niveau et je peux que admirer les performances faites. Du coup, pour terminer, vu qu'il nous reste un tout petit peu de temps, je vous ai préparé un petit qui suis-je avec les joueurs dominants de ce tournoi. Tout simplement, il y a des joueurs, je pense qu'un peu tout le monde apprécie. Et puis j'ai essayé de prendre des joueurs représentatifs, d'autres un peu moins connus, pour parler d'eux un peu. Et je sais que ça fera plaisir à certains. Est-ce que vous êtes chaud, les gars? C'est parti. Ouais. Let's go. Alors, je vais commencer avec un des premiers joueurs. Alors, ce garçon, il est né le 24 avril 90. Il a donc 30 ans. Il mesure 2,13 m pour 109 kg. Beau bébé. Il a commencé sa carrière de 2007 à 2008 au Geoplin Slovan, qui est un club de Ljubljana. Il enchaînera au Partizan pendant 3 ans avant de rejoindre la Grande Ligue, drafté en 2011. Romain. Oui. Adrien, je suis désolé. Yann Vezeli. Effectivement, ouais, Yann Vezeli qui a été drafté en 2011, 6e choix par les Washington Wizards. Il fera 3 ans à Washington, une demi-année à Denver avant de rejoindre le Fener à qui il gagnera l'Euroleague en 2017. Et il sera MVP de l'Euroleague la saison dernière, en 2019. Gros palmarès. Grosse détente aussi, hein. Je sais que Romain doit l'apprécier dans le sens où c'était un joueur connu et aimé aux Partisans. Oui, forcément, mais ça reste, au-delà de ça, ça reste un énorme joueur et qui, pour moi, je l'ai déjà dit, représente le Fenerbahçe à l'heure actuelle et j'espère que son corps va le laisser tranquille pour qu'il puisse retrouver les minutes qu'il doit avoir et qui redevienne un élément essentiel du système Obradovic. Est-ce que quelque part, c'est pas un James Gist, mais avec en plus des qualités athlétiques, les fondamentaux? Ouais. Un petit Gist, peu je le trouve plus défenseur que Vezeli. Ouais, Gist, il défend plus. Vesely, j'ai du mal à le mettre comme stopper défensif, tu vois. Il a plus de fondamentaux Vezeli quand même. Gist, c'est surtout l'athléticité, j'ai l'impression. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux, ouais. C'est pas faux. Après, je préfère avoir Vesely dans mon équipe que Gist, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais ça dépend, en bonne santé ou pas? Faut voir. C'est une question. Ouais. J'ai son maillot au Partizan d'ailleurs. C'est un de mes premiers maillots de basket européens. J'ai adoré leur génération. On fera peut-être une émission là-dessus. Si Romain nous chauffe, il y a moyen qu'on fasse quelque chose de sympa. Je l'ai pris tout simplement. Que je tourne toujours autour des mêmes sujets alors que j'ai tellement plus à proposer que Limoges et le Partizan. Ouais, mais c'est déjà 2 clubs mythiques, c'est 2 légendes du basket européen, donc on peut quand même leur rendre hommage régulièrement. Si tu veux. J'ai pris Vesely tout simplement parce qu'il sera 2e meilleur rebondeur de la compète avec 9,1 rebonds. Il y a également un autre joueur que j'aurais aimé vous faire deviner parce que c'est un joueur dont on parle assez peu qui a fait une déclaration cette semaine assez intéressante. Alors, il est né le 8 août 88, il a donc 31 ans. Pareil, il fait 2,8 m pour 106 kg.
Donc encore un beau bébé. On aime bien les grands ici. Il jouera de 2004 à 2005, pas loin de chez lui, à Casal Pusterlengo, avant de rejoindre de 2005 à 2006 Pavia. Puis il intégrera le plus gros club de son pays de 2006 à 2008, l'Olympia Milano, avant de rejoindre les New York Knicks de 2008 à Adrien, 2011. Vas-y. c'est Danilo Gallinari. Ouais, oh, t'as vu le temps, hein. C'était dur de ne pas citer ces clubs, mais quelque part, c'était important d'en parler parce que Gallinari a réalisé une plutôt belle compétition en terminant dans les 6 meilleurs marqueurs, 17,9 points par match. Et il a dit cette semaine qu'il aimerait bien terminer sa carrière à Milan, là où il avait connu un peu le succès, puisqu'en plus il était revenu pendant le lockout, si je me souviens bien, en 2011. Il a fait également les Nuggets pendant 6 ans avant d'aller aux Clippers pendant 2 ans et actuellement au Oklahoma City Thunder. Où il revit et pour notre plus grand bien. Ouais, c'est un joueur malin en attaque, malin en défense, avec un gros shoot. C'est le genre de joueur que j'adorerais avoir dans mon équipe. Ah, c'est sûr que ça change de Bargnani. Ouf, ça c'était gratuit. non, mais, non, mais moi, je préfère justement, je peux comprendre, parce que des fois, j'en ai déjà parlé avec mon frère. Mon frère, il me disait, Bargnani, il est pas beau à voir jouer. C'est vrai que quand tu vois Gallinari, il est beaucoup plus élégant à voir jouer sur le terrain qu'un Andrea Bargnani, quoi. Faut dire ce qui est. Ouais, Andrea Allez. Bargnani, je pense qu'il y a aussi eu beaucoup de hype, beaucoup Ouais. de choses qui étaient, on va dire, moyennes sur lui, qui ont été dites parce qu'il avait la pression étant premier tour, premier choix de draft. Donc forcément, ça lui a compliqué un peu sa carrière. Mais pour l'instant, Gallinari, il n'a pas forcément beaucoup plus prouvé en NBA malgré tout. Ouais, mais quand même, il a quand même un arsenal offensif beaucoup plus développé. Non, moi, je préfère clairement, ouais, je préfère Gallinari. Après, Bargnani, j'aimais bien, mais je trouvais que c'était offensivement, c'était pauvre quoi au niveau de sa palette offensive. C'était ou du catch and shoot ou c'était, je passe ligne de fond, je vais péter un gros dunk sur un défenseur adverse. Voilà, ça se limite à ça. Que Gallinari, il est beaucoup plus complet. C'est clair. C'est clair. Euh, on enchaîne. Je vous en ai préparé 5 autres, histoire de brosser un peu toutes les équipes. Euh, il y en a un qui me tenait également à cœur. Je vais vous expliquer pourquoi. Il est né le 15 septembre 93. Ah oui, effectivement, on a à peu près le même âge, 26 ans. Je vous dirai pas sa ville de naissance, sinon ce serait un peu trop simple. Allez, quoique. Il est né à Braunschweig, en Allemagne. Il fait 1,85 pour 78 kilos. Il a commencé dans le club de sa ville. Romain, Oui, Dennis Schroeder? ouais, effectivement, ouais. Ouais, qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille, la taille et le poids? Non, non, là j'étais en train de calculer dans cette équipe qui était de cet âge-là et je voyais, enfin le seul qui m'est venu c'est Schroeder. Ouais, Dennis Schroeder, deuxième meilleur marqueur de la compète, derrière Pau Gasol, 21 points, et Pau Gasol était à 25,6. Schroeder, je me rappelle que grâce à l'aide de ses postes 4 et 5, l'Euro 2017, il éliminera la France, et c'était pour moi assez intéressant d'évoquer ce joueur si atypique, avec un premier pas impressionnant. En FIBA, il me régale, quoi. Et Très honnêtement. il a pas joué justement. Il est natif de Braunschweig, comme tu disais. Il a pas joué pour le club de la ville. Si, il a joué au Phantom de Braunschweig avant d'être Ouais. prêté au SG Braunschweig pendant 2 ans, je crois. Puis il ira à Atlanta et pendant le lockout, il ira faire un petit tour en D-League. Non, il ira faire un petit tour en D-League, pardon. Et ensuite, maintenant, il est au Oklahoma City Thunder. Ok. Le bon vieux Dennis, une grande bouche également. Ils avaient une équipe pas trop mal, hein, l'Allemagne, là je suis en train de regarder pour l'Euro. Ils Ouais, étaient, c'est loin d'être la plus belle qu'ils aient eue, mais c'était voilà, Schroeder, Nowitzki, Zipser, Voigtman, Tibor Place, Shafarzik, Maudolo, Alex King, c'est voilà, des joueurs corrects, quoi. Une belle équipe. tu m'étonnes. Tu m'étonnes. De toute façon, l'Allemagne, c'est quand même une belle nation de basket. On a tendance à l'oublier, mais ils ont des joueurs de grande qualité. Alors, ils ne brillent pas dans le championnat national parce qu'ils sont tous un peu à l'étranger, mais ils sont en constante amélioration. Et eux, j'ai Il y en a l'impression. un que
Ouais, tu disais Romain? Oui, non, c'est juste pour la petite anecdote. Il y en avait un que j'ai commencé à grandement regarder quand j'ai fait mon MyGM, là. C'est Matisek, qui est à Mm. Berlin. J'ai Ouais, l'impression que ça peut devenir un joueur très intéressant pour la suite pour les Allemands. Et effectivement, ouais. j'ai l'impression qu'ils aiment bien se spécialiser dans les intérieurs un peu lourds comme ça, mais qui aiment bien s'écarter pour shooter de loin. Je me souviens de Sven Schulz, je me souviens aussi de Yann Niagla, et maintenant il y a Tibor Place. Tu vois, ils aiment bien avoir des grands intérieurs comme ça qui peuvent shooter de loin. Ils avaient Voigtman. un grand blond également qui a un peu joué en NBA qui était pas mal dans ce Ah bah genre-là. lui, il est incontournable, lui. Meilleur européen de tous les temps, vite fait? Ah, il y a de grandes chances, hein. Oh Non, bah ça, franchement, Pour l'instant, oui. non. Ah, moi, c'est un grand non. ah bon? Ah ouais, si tu mets la NBA un cran au-dessus du palmarès FIBA et européen, peut-être, mais absolument pas. Pour moi, c'est Gasol. Ah, c'est pas faux, ouais, ça se Ou tient, hein. Tipeee. Gasol ou Tony Parker. Mais j'aurais plus tendance Ah, il à y aurait dire Gasol. débat. Il y a débat. Les trois sont pas. Enfin, c'est pas une honte si tu sors Gasol. Tu m'aurais dit quelqu'un d'autre peut-être, mais Bah, ça Gasol, dé- Nowitzki ou Parker, bon. Disons que le blême, c'est que Gasol, lui, quand il a gagné en Europe, il était assez jeune, je pense. Après, c'est des Parker et Nowitzki sont partis très jeunes, tu vois, ils sont partis très jeunes en NBA. De toute façon, c'est le principe en NBA, draft par rapport au potentiel. Et je dirais qu'après, c'est vrai que Parker a eu plus de titres, par contre, en NBA. Hmm. Chacun a son truc différent. Parker a les titres. Gasol, il en a aussi. Nowitzki a la belle histoire de toujours avoir défendu les Mavs, d'avoir gagné un titre avec eux, d'avoir été MVP de la ligue. Voilà, enfin, chacun a ses arguments. C'est vrai que chacun y trouvera son compte, en fait. Ouais, c'est clair. Mais je dirais que ça se discute. Tu vois, en termes de talent pur, je dirais Nowitzki. Parce que Gasol, après, aux Lakers, il avait plus forcément un rôle. C'était pas lui Quoi? la star. C'est un des éléments majeurs avec. S'il gagne, c'est grâce à lui, mon gars, hein. C'est parce Oui, que Ouais, lui, il va au charbon, hein. je suis d'accord. Mais il score pas autant que Nowitzki. Et aux États-Unis, ce qui regarde beaucoup les Ricains, c'est le mec qui score le plus. mais Après, c'est clair que Nowitzki, Novitz- il a juste un titre. Je suis d'accord. et puis Nowitzki jouait pas avec Kobe Bryant. Donc en termes de shoot, c'était pas la même. Ouais. Ouais, puis t'as le truc de te dire, voilà, je pense que Gasol, il sait s'imposer, être le leader de son équipe nationale ou de son équipe tout court, et il sait également savoir prendre les tâches ingrates, chose que Ouais. Nowitzki ne sait pas faire. Mais après, moi, je dirais qu'en sélection, Nowitzki, il était monstrueux. Gasol, il n'avait pas besoin de forcer avec les mecs qu'il avait autour de lui. Il était Pas fort, faux. mais Bah, c'est pas faux, peut-être qu'on pourra parler d'un euro ou d'une compétition, on va dire, internationale où Nowitzki jouait avec l'Allemagne. ben, pour moi, Nowitzki, il devait porter l'Allemagne sur ses épaules, que Gasol, lui, avec les joueurs qu'il avait autour, après, il était très fort aussi, hein. Là, on a parlé 40 du pions contre la match. France. Ouais, on parle du match face à la Grèce, là, il a été énorme, quoi. Mais après, voilà, ça se discute. J'ai l'impression, de toute façon, Nowitzki, c'est un petit peu à l'image de toute sa carrière. Je dis pas que quand il gagne le titre, il avait des peintres à côté de lui. Loin de là, il y avait Kidd, il y Mm. avait Stojakovic, il y avait des super joueurs. Mais j'ai l'impression que Nowitzki a toujours dû faire un petit peu seul, de toujours avoir à porter ses équipes sur les épaules, à devoir briller. Gasol, quoi qu'il arrive, que ce soit FIBA ou NBA, a toujours été très bien entouré. Ouais. Ouais. Bah, et encore, on n'a pas mis Belov, Korac et Petrovic dans la danse. Le jour où on le fera, je pense qu'on est parti pour 3 heures d'émission. Ouais, mais je pense que déjà, c'est des époques différentes. Ouais, tu peux Petrovic, c'est pas comparer les inachevé. époques. Ouais. Parce que sinon, on peut commencer à mettre Doncic. Oui, effectivement, ouais. Mais c'est très dur de comparer les époques, comme tu dis. Ouais. Enfin, quand je Alors vois que des là, tu mecs vois, qui. Oui, le débat Gasol, Nowitzki et Parker peut être intéressant parce que c'est exact. plus ou moins la même génération. Et on peut C'est comparer ça. sur le même laps de temps. Là, ça peut être plus facile et plus Effectivement, légitime. ouais. Et puis on pourra comparer si Gasol arrive à ramener l'Espagne en finale des JO et à taper les Ricains l'année prochaine, on pourra en discuter. Après un an sans jouer, ça serait énorme. Et ça serait énorme. Je touche du bois, etc., etc. Bah, il en Du a coup, la ouais, je volonté, vais. hein. Comment? Il en a la volonté, il l'a dit, hein. Mais c'est ça qui est énorme avec lui. Il en a jamais assez.
Till I die. Let's go. Du coup, j'en ai enlevé un. On va terminer avec 3 du coup, du qui suis-je. Ok. J'ai 35 ans. Je suis né le 10 février 1985. Je fais 1,98 pour 107 kilos. Je n'ai jamais été drafté et je n'ai jamais joué en NBA. J'ai joué dans la deuxième équipe du plus grand club de mon pays. Puis ensuite, de 2002 à 2004, pardon. Ensuite, de 2004 à 2005, j'ai rejoint Nevezenis, une équipe lituanienne, avant de jouer de 2005 à 2009 au Žalgiris Kaunas. De 2009 à 2011, j'ai rejoint pendant 2 ans l'Olympia Milano, avant de repartir à Baltaï. Oui, Jonas Masiulis. exactement, ouais. Il a reparti à Baltaï avant de terminer sa saison de continuer sa saison à Montepaschi, Siena, ensuite 2 ans au Pana, 4 ans au Real, une demi-saison au Lokomotiv Kuban et cette année à l'AEK Athènes. C'était lui d'ailleurs le capitaine de la sélection, d'une des sélections du All-Star Game grec. Un joueur juste incroyable. Ouais, je suis d'accord. J'adore ce joueur. Il sait tout faire et je l'ai trouvé juste top dans ce rôle de grand frère, de vétéran à l'AEK Athènes. J'apprécie beaucoup le garçon. Il y a pas grand chose à dire, quoi. Sobre mais efficace. Classe. Ouais, exactement, classe, ouais. T'en as fait un dernier là de qui suis-je? Ouais, j'en ai encore deux. Ah, ok. Ok. Patience, franchement, mon garçon. on devrait faire une émission spéciale qui suis-je pour Adrien. Il est trop chaud sur cette Ouais, trucs. il est trop motivé sur les questions. Mathiulis, j'en voulais en parler parce que tout simplement, il a fait partie des leaders statistiques et c'était le meilleur intercepteur de la compétition avec 1,9 interceptions par match. Pas étonnant quand on sait comment il défend. Je vais vous parler d'un autre joueur. Alors lui, c'est un de mes petits chouchous. Enfin, les deux, c'est deux chouchous, mais bon. Allez, c'est parti. Je vais pas en dire plus, sinon je vais vendre la mèche. Je suis né le 13 avril 88. J'ai 32 ans. Je suis né dans la capitale de mon pays. Je fais 1m94 pour 88 kg. J'ai été drafté en 2007 en 30e choix du premier tour de la draft par les Philadelphia Sixers. J'ai commencé ma carrière en 2004. J'ai joué dans un petit club de mon pays avant de rejoindre une grosse écurie européenne pendant 4 ans, la Virtus Bologne. Je jouerai pendant 4 ans également au Khimki Moscou avant de rejoindre un grand européen, le Barça, pendant 2 ans. Depuis 2018, je joue avec le Bayern Munich. Romain. Oui. Petteri Koponen. Ouais, bien joué. Ah putain, je l'avais, en plus je n'osais pas le dire. Quel kiff ce joueur, quel kiff. Ah, j'adore. Honnêtement, je suis fan. Ouais, il a été drafté, ouais. Je savais pas. C'est pour ça que j'ai pas osé. En plus, il gagne l'Euro Challenge contre Cholet avec la Virtus Bologne en 2009. Il gagne l'Eurocoupe avec le Khimki. Enfin, il y a pas vraiment de mots. J'adore ce joueur, la classe, tout simplement. Ouais, je l'ai découvert au Khimki, c'était tellement kiffant à le voir avec un pote. Et pourtant, mon pote, il est dans le plus foot. Mais un jour, il m'envoie un message, il me fait waouh, regarde cette gâchette. Et c'est vrai que je l'ai découvert à ce moment-là. Oh, quel joueur! Quel joueur! Ouais, en plus, tu vois, quand tu le vois jouer avec le maillot de la Finlande, avec le loup sérigraphié et tout, et tu vois, vraiment capitaine de son équipe à fond, ah, j'adore. Il y a un vrai joueur, quoi. Et en plus, ce qui lui arrivait à Barcelone, c'était moyen parce qu'il signe au Barça, il a un accident de la route et ne peut pas jouer pendant quelques mois. Ouais, Et c'est vrai. malgré tout, il a retrouvé le plus haut niveau avec le Bayern. Je suis très content pour lui. Il est un peu moins prolifique cette saison, mais C'est clair, ouais, malheureusement. il est toujours à 50% à 3 points, donc autant vous dire que même les yeux fermés, ça rentre. Ouais, c'est un magicien. On va terminer du coup, comme je vous ai dit, avec un autre de mes chouchous. Et puis, ce sera peut-être l'occasion d'en parler un peu plus, parce qu'à mon goût, on n'en parle pas assez. Juste une petite info, j'avais choisi Koponen, parce que tout simplement, il faisait partie des meilleurs passeurs de cette compétition, en terminant 4e avec 6 passes par match. Comme Schroeder, ce qui est plutôt pas mal, quoi. Alors, le garçon dont j'aimerais vous parler est né le 17 juillet 87. Il a 32 ans. Il fait 2,7 m pour 107 kg. Encore un beau bébé. Il a connu que 2 clubs dans sa carrière. Et actuellement au CSKA Moscou, avec lequel il aura gagné 3 Euroleague. Romain,
Oui. Alors, te connaissant, ça va être Voroncevic. Ouais, bien joué, bien Oh. joué. T'en Un parles joueur tout que le j'adore. temps. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai un feeling avec ce mec. Il est né à Omsk en Russie. Il a joué avant au Lokomotiv Novosibirsk. Alors, Lokomotiv Novosibirsk, pardon. C'est en Qui a Sibérie, également, ouais. ouais, qui a également un club de volley. 8 fois champion de VTB League, 3 fois champion d'Euroleague. Voilà. Un joueur que j'apprécie beaucoup. Je me suis permis de le sélectionner tout simplement parce qu'il était meilleur rebondeur de la compète à 9,2 rebonds de moyenne. Un peu sous-coté, lui, j'ai l'impression. Très sous-coté, notamment par Romain. Euh, Ah non, moi je l'aime bien. Non, mais en plus je l'aime bien. Moi j'ai toujours aimé ce joueur. Après, c'est un joueur de devoir. C'est le genre de mec qui fait pas beaucoup de stats, mais qui est là, quoi. Et ça fait des années que ça dure. On a l'impression qu'il approche de la quarantaine, et en fait pas du tout. Mais c'est juste qu'il est, en termes de longévité, c'est énorme, quoi. Il est au CSK depuis 2006. parce J'ai que l'impression qu'il a toujours été là. Ouais, effectivement, pour moi, c'est un menhir le type. il peut shooter à 3 points, lui, hein. Oui, plutôt correct à 3 points, Parce effectivement. que c'est pas un peu dans le même style que. Peut-être je dis des conneries, et vous me dites, hein, c'est pas un peu dans le même style que Ponkrachov? Ponkrachov, plus dur au mal, tu vois. Plus poste 5 dans l'âme. Ouais, ok, d'accord, ouais. Parce que Ponkrachov, ouais, c'est plus shooter, lui. Non, non, Ponkrachov, attends, je confonds alors. Parce que Vorontsevich, il peut tout faire. Ponkrachov, moi, je le voyais plus dans la peinture. Attends, j'ai juste regardé. Un instant. Anton Ponkrachov, c'est. Ouais. Anton. Un joueur que Sur j'aime l'Euro, beaucoup Voroncevic, aussi. il tourne à 50% à 3 points quand même. Ouais, plutôt correct. Ah oui, Ponkrachov, ok, d'accord, ouais. Ouais, bah écoute, j'aurais tendance entre les deux à choisir quand même Vorontsevich. Après, Ouais, ouais. Il c'est est tout plus complet. simplement. Ponkrachov, Ouais, il- voilà. il est plus shooter, Ponkrachov, je dirais. Ah, et puis Voroncevic est poste 4 Mm. pour Krachov est plus ailier arrière. C'est ça, ouais. Il joue 3 et des fois il peut dépanner en 2, hein. Parce que je Ouais, l'ai déjà vu jouer meneur, par exemple. mais un grand 2 parce qu'il fait quand même 2 mètres, hein. Ouais, ouais, bah je l'ai vu à l'Unix Kazan jouer poste 1 et attention, pour le passer, enfin personnellement, quand il commence à te marquer, on va dire, aux 2 tiers du terrain, t'es pas serein, quoi. Mais bon. Mais c'était intéressant de parler avec vous, les gars. J'aurais pu sélectionner d'autres joueurs pour le qui suis-je, hein. On va les brosser vite fait. Il y avait Alessandro Gentile, que j'avais. On en parlera un jour, ce joueur-là. Que j'avais également en tête parce qu'il a terminé 5e meilleur marqueur de la compète. Il y avait Dor Fischer qui avait joué avec l'Israël, qui a terminé dans les meilleurs contrats de la compète. Ah, lui, Eric Murphy. j'adorais, lui. Dor Dorf Fischer, Fischer. ouais. Ah, Ouais, je vois. j'adorais. Ouais. Il y avait Tornike Shengelia, mais bon, ça aurait été trop facile pour Monsieur Romain, qui a terminé dans les meilleurs intercepteurs. Sergei Monia également, je savais que vous aviez un peu d'affection pour lui. Donc voilà, il y avait pas mal de joueurs. Il y avait Milos aussi qui avait terminé avec 7,1 passes par match. Donc Il y avait voilà, il y avait Satoransky aussi plusieurs. qui avait fait de mémoire, il avait fait Ouais, attends, je vais vérifier là. Je l'ai 7,3 sous passes les par yeux. match. Ouais, il était complet, 14,1 points, 5,2 rebonds, 7,3 passes et du coup, il avait 23-24 ans donc C'est ça. Bah, si bel tu euro. veux, c'est celui que j'ai enlevé pour pouvoir plutôt parler de Vorancevic, par choix personnel, on va dire. Mais c'est vrai que c'est un joueur qui est très intéressant, grand meneur, qui a régalé notamment avec le Barça. Et puis, c'est important de mentionner on va dire, les évolutions constantes de la République tchèque, qui maintenant est devenue une nation très sérieuse à jouer quand ils sont au complet. Et contre la Bah voilà, Lituanie, il je frôle pense. le triple-double en plus, hein. Ah, ça, je savais pas par contre. Je viens de voir, il fait 11 points, 15 passes, 9 rebonds. C'est enfin, monstrueux pour lui. Effectivement, oui, c'est clair. Bah, très content d'avoir parlé avec vous de ce match-là, les copains. On aura d'autres émissions, donc n'hésitez pas à rester connectés à Ficelle. Faire juste vite fait une petite relance parce qu'on a également une boutique en ligne où vous pouvez aller vous procurer les t-shirts, les suites Ficelle. Il y a également Envergure, Poster Dunk, donc n'hésitez pas à aller vous régaler. Et puis vous souhaitez une très bonne journée. À plus les copains! À plus. Salut tout le monde.